Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 10 conseils d'écriture de George R. Martin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia et je fais des vidéos sur les livres et parfois un peu de lifestyle, et vous pouvez me suivre sur mon Instagram si vous voulez. Je fais pas mal d'interactions avec la communauté, ce qui est plutôt cool puisqu'on peut choisir les vidéos qu'on fait ensemble. Donc maintenant, une fois que ça s'est écarté, on va tout de suite commencer avec la vidéo. Être auteur, c'est un métier où il n'y a pas de, on va dire, de modèle à suivre. Et même si on peut faire des études d'écriture créative, ce n'est pas sûr après ça que l'on puisse devenir un auteur à succès. Alors, je pense que pour avoir les meilleurs conseils qu'on puisse avoir, c'est de demander aux auteurs eux-mêmes. Donc dans ce segment, nous allons parler de conseils par des auteurs qui sont des auteurs de best-sellers et juste voir ce que vous en pensez. Donc, le premier conseil qu'il donne, c'est ne limitez pas votre imagination. Alors, c'est un conseil que je trouve assez intéressant parce que on se limite tous. Je pense que dans son cas, quand il a écrit A Song of Ice and Fire, il n'avait pas l'idée qu'il allait être filmé dans un studio hollywoodien. Mais je pense que ça s'est vu dans son œuvre qu'il ne s'est pas restreint. Et c'est un conseil hyper intéressant parce que quand on est dans le monde du livre, on n'a pas cette question de budget, à part si vous voulez être en auto-édition et que vous allez devoir corriger votre nombre de mots, mais en soi, vous n'avez pas à être limité par votre budget parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire autant que vous voulez, vous pouvez faire toutes les scènes loufoques que vous voulez parce que vous êtes complètement le maître de votre œuvre. Et ça, c'est vraiment trop génial. On n'a pas besoin de couper un budget de 126 personnages pour que ça en fasse que 6. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc lâchez-vous, débridez-vous, c'est votre imagination, c'est votre œuvre et faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite, et faites vraiment ce que vous voulez. Second conseil, c'est choisissez le point de vue le plus large. Alors, je pense qu'appliquer à son œuvre à lui, c'est assez intéressant parce que si on voit les points de vue, tout se passe à Westeros. À part le point de vue des Daenerys qui se passe à Esteros, qui ensuite viendra. Bref, voilà. Et je pense que c'est un point de vue, c'est une question très intéressante parce que si vous racontez une histoire, vous voulez choisir le point de vue qui va vous permettre d'avoir l'angle le plus large d'histoire, mais aussi l'angle le plus intéressant, l'angle qui donne envie de lire. Imaginez l'histoire de Game of Thrones du point de vue d'un boulanger, qui ne c'est pas le fils du boulanger ou du boucher qui se fait tuer, hein, mais d'un point de vue d'un boulanger qui passe tout le temps dans sa boulangerie et ne voit aucune action du combat. Donc je pense que ça, c'est une des choses les plus intéressantes, c'est vraiment choisir votre point de vue, votre personnage qui va raconter l'histoire. Parce que vous pouvez être un personnage, par exemple, si vous êtes dans la Seconde Guerre mondiale et que vous allez parler d'un gars qui a jamais vu le front, ce sera une histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et ce gars-là, s'il a été rationné, ça peut être intéressant dans le point de vue d'un civil, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait vécu quelque chose d'intéressant. Sinon, ça va pas être vraiment intéressant pour l'auteur, et je pense qu'il va s'ennuyer pas mal. Je pense que cette question-là peut être abordée d'un point de vue assez différent, c'est le point de vue des écritures à la première personne et le point de vue omniscient. Je pense que je ferai une vidéo plus en détail sur ça, mais vous devez vraiment bien choisir. Est-ce que vous voulez faire le point de vue du dieu qui voit tout, le point de vue que j'ai choisi pour les guerres de Fallen, ou vous voulez faire un point de vue à la première personne, et donc là on va peut-être avoir un narrateur qui on ne peut pas vraiment trust, à qui on ne peut pas vraiment faire confiance. Vous devez vraiment définir quel est le point de vue. Mais toujours choisir le point de vue le plus large et le point de vue où il y a le plus de choses intéressantes à dire. N'allez pas raconter l'histoire du boulanger qui ne fait rien de sa vie parce que pas forcément intéressant. À part s'il a des espèces de réflexions internes, mais dans ce cas on sera pas dans la fantasy. On sera dans un autre genre, plus philosophique et bref, vous voyez ce que je veux dire. Troisième conseil, vous pouvez emprunter à l'histoire réelle. Alors ça, c'est un point de vue que, venant de George R. Martin, ouais, on sait que tu as fait ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, A Game of Thrones a été fortement inspiré de la guerre des Roses en Angleterre, qui était une guerre de succession qui opposait the Lancasters to the York. Alors... On peut un peu comparer ça à l'opposition aux Stark et aux Lannister. Après, il y a les autres familles, il n'y en avait pas autant dans The War of the Roses. Enfin, il y en avait pas mal qui allaient soutenir plus ou moins The York ou The Lancaster. On n'est pas là pour parler de l'inspiration de Game of Thrones, mais des conseils. Donc oui, l'histoire est
est une inspiration qui est géniale. Je vous ne dis pas de prendre un événement historique et juste changer et mettre dans un nouveau point de vue, mais l'histoire elle est très intéressante, que ce soit d'un point de vue de siège, si vous voulez, le point de vue de la prise de Jérusalem lors de la troisième croisade, ou sinon du voyage de la troisième croisade avec ce qui s'est passé à Barberousse, ou si vous regardez ce qui s'est passé avec Saladin, ou sinon Richard Lionheart. Enfin, vous pouvez prendre des personnages historiques et des faits historiques pour vous en inspirer, parce que surtout si vous écrivez de l'histoire médiévale fantastique, vous écrivez sûrement, peut-être pas toujours, dans un milieu féodal d'inspiration européenne. Vous pouvez aussi écrire d'un milieu féodal à inspiration asiatique ou africaine, mais ces pays-là ont une histoire et vous pouvez bien sûr vous en inspirer. Encore une fois, n'allez pas trop loin, mais je pense que l'histoire, c'est un des endroits où vous pouvez avoir le plus d'inspiration et qui va vraiment vous inspirer et être vraiment intéressant pour le coup. Le 5e conseil qu'il donne, c'est la souffrance et le mal, c'est un outil puissant, mais non, n'abusez pas. Alors, ce point de vue-là, je trouve assez intéressant. Je pense que ça rejoint un de ces autres conseils, que je pense que je vais faire un peu un ou deux, c'est la violence doit avoir des conséquences, donc n'oubliez pas ça. C'est une histoire que je pense que n'est pas très bien représentée dans la fantasy, c'est le stress post-traumatique, c'est les conséquences de la douleur sur l'être humain. Bien sûr, la douleur a été montrée comme un des mécanismes dans la littérature pour pousser à faire quelque chose, que ce soit le motif de la vengeance, que ce soit un événement qui nous tire vers le haut, qui nous motive à avancer, que ce soit la douleur qui déclenche les pouvoirs magiques, c'est notre personnage. C'est vraiment un outil qui est utilisé et utilisé, parce que écoutez, dans la vraie vie, la douleur c'est quelque chose qui va vraiment changer la vie des gens. Et je vais parler d'un point de vue personnel, j'ai vécu des trucs assez durs et qui m'ont fait souffrir, que ce soit physique ou mentaux, et bien sûr ça a inspiré ma vie et ça m'a poussé à ouvrir un nouveau chapitre, à oublier des choses qu'il y avait derrière, et je pense que ça devrait être bien représenté dans les livres. Et encore, si on suit un personnage qui ne fait que lire, est-ce que ça va être intéressant, qui ne fait que souffrir, pardon, je ne pense pas que ça va être intéressant, parce que si le personnage fait que souffrir, il n'y a plus ce côté de, comment expliquer ça gentiment, il n'y a plus le poids de la douleur. La douleur, ça doit être une peur, comme un nuage gris qui plane au-dessus du personnage. Parce que s'il souffre en permanence, il n'y a plus ce nuage gris parce qu'il vit dans ce nuage gris. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Et pour rejoindre l'autre conseil qui est la violence doit avoir des conséquences, vous suivez une troupe de héros qui passent leur temps à faire la guerre, il y a des personnages dans votre troupe de héros qui vont mourir. C'est inévitable. Si vous faites ça comme certains romans YA, je pense que la lecture pour votre lecteur sera vraiment ennuyante. Pourquoi ? Parce que du coup, il n'y aura plus cette idée que quelqu'un peut mourir, il n'y aura plus cette tension dans votre roman. Donc ça, c'est des conseils qui sont très intéressants. Je pense que George R. R. Martin est un peu surfait pour « ouais, il tue tous ses personnages ». Je pense que malgré ça, je pense qu'il n'est pas un des personnages où il y a le plus de tension dans ses livres, et je pense que justement on sait que les persos vont mourir, ou justement il y a des deathflags qui sont assez récurrents. Il y a une série que je trouve que c'est assez bien fait, vous allez rigoler, mais c'est Grey's Anatomy. Je suis en train de regarder cette série, c'est pas du tout de la fantasy, et oui, je suis en retard. Et je pense que c'est pas le même modèle la série, je pense que surtout il y a des contrats qui sont terminés du jour au lendemain et ils doivent faire quelque chose, mais je pense que la mort là est assez bien utilisée et je pense qu'on n'a pas vraiment de death flag et du coup ça reste quelque chose comme omniprésent et ça reste un peu comme une menace au-dessus des personnages et qui rend la tension vraiment plus intéressante. Conseil numéro, je sais pas quoi, je pense que c'est le conseil numéro 5, c'est éviter les clichés de la fantasy. Les clichés de la fantasy, c'est assez compliqué parce que la fantasy a ses codes. C'est un genre qui a énormément de codes. Et je pense que la fantasy, comme on la voit de nos jours, c'est vraiment l'histoire des dragons et d'une inspiration médiévale européenne. Je pense que maintenant, on peut aller plus loin que ça. Je pense qu'il y a les codes des châteaux forts, on peut les remplacer par des paysages asiatiques, des paysages arabes, des paysages sud-américains, africains aussi bien sûr. Et je pense que ce point-là, on peut aller vers ça. Personnellement, moi, je préfère, c'est pour moi
l'européen, je préfère comment expliquer ça, le médiéval européen, parce que je suis aussi passionnée d'histoire médiévale et que je trouve l'esthétique géniale. Je suis vraiment, c'est un de mes clichés de fantasy préférés. Et je pense qu'on doit aller au-delà des codes de la fantasy tout en les transformant. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit faire parce que la fantasy se meurt. Mais le problème, je trouve, avec la littérature actuelle, c'est dès qu'il y a un auteur qui fait quelque chose qui marche, comme l'écriture c'est quelque chose d'un point de vue économique assez intéressant, les gens ils vont tout de suite copier ça et on va se retrouver avec 10 000 fois le même trope et du coup l'originalité devient cliché. Donc ça je pense que c'est un des discours pour une autre fois, mais n'oubliez pas le conseil du Saint Maître, n'abusez pas des clichés de fantasy. Là on est au conseil numéro 7, c'est la création de personnages est compliquée. Et il faut créer des personnages moralement gris. Alors ça, c'est un point hyper intéressant. Je pense que dans la fantasy des années 80, des années 50, on n'avait pas ça. Ça a commencé à émerger un peu et ça, je pense que c'est un des points de vue de voir que la politique et le monde actuel influencent sur l'écriture de l'imaginaire. Hein, et ça se voit énormément, c'est que l'apparition des personnages moralement gris. On n'a plus la vision, de moins en moins, je dis, la vision manichéenne dans la fantasy avec les personnages noirs d'un côté, blancs de l'autre, le bien en blanc et le mal en noir, le bien est blanc et magnifique, le noir est méchant et moche. On peut voir cette représentation dans Le Seigneur des Anneaux, même si c'est un peu plus compliqué avec l'histoire de la corruption de Morgoth. Voilà, je ne vais pas parler dans ces débats-là, mais je pense que Le Seigneur des Anneaux est un exemple qui saute aux yeux si on a vu que les films. Et c'est vraiment ça, ou sinon les Disney parfois. Les nouveaux Disney, un peu moins. Mais voilà, donc essayez de créer des personnages qui soient réels, qui soient moralement gris, parce que personne n'est bon ou mauvais, ça n'existe pas. On a tous des qualités et des défauts. Et je pense que c'est très intéressant pour que votre lecteur puisse s'identifier, de faire des personnages qui soient bons mais aussi mauvais, qui aient des moments où ils ont envie de faire le bien, mais aussi d'envie de faire du mal par jalousie, par orgueil, par envie de vengeance. Toutes ces choses-là sont des émotions humaines. Les émotions humaines sont, je pense, l'essence de la littérature. Qui font que malgré le fait qu'on a les mêmes histoires racontées encore et encore, que les bons personnages font en sorte qu'il y a de nouvelles histoires. Donc créez vos personnages moralement gris, moi aussi je suis d'accord avec ça. Désolée, j'ai mon carnet et du coup je regarde. Donc jongler avec beaucoup de personnages demande de l'audace, l'adresse et de la chance. Donc ça je pense que c'est intéressant comme conseil. Donc j'interprète ce conseil à la façon de, si vous êtes débutant, prenez qu'un seul personnage. Mais je pense que qu'il y a énormément de complexité à jongler avec plusieurs personnages et je pense qu'il s'agit d'une question d'adresse. Donc ça rapporte la question de quand est-ce qu'il faut changer, qu'apporte ce point de vue-là, voilà. Donc moi personnellement j'écris avec 3-4 personnages à chaque fois dans mes fantaisies. Au début quand j'ai écrit mes premiers romans, j'écrivais qu'un seul point de vue. Ensuite j'ai devenu 2, 3 et là on est 4. Là je suis en train d'écrire un nouveau roman où il va y avoir 3 points de vue et ces points de vue je les choisis, je donne juste mon avis, je dis pas que je suis une experte. Mais je les choisis parce qu'ils apportent quelque chose à ma narration, à ma trame principale et je veux apporter ce point de vue là à mes lecteurs et je pense que c'est quelque chose qui va apporter à mon histoire et bien sûr qui peut-être dans l'avenir vont se connecter et c'est des événements qui sont importants à raconter une histoire. Je raconte pas l'histoire que d'un personnage, je raconte l'histoire de plusieurs personnages inscrits dans un monde et comment leurs chemins vont se lier ou comment leurs chemins qu'ils empruntent vont changer the outcome of the story. Je suis passionnée de l'effet papillon. D'ailleurs, j'ai adoré le jeu Until Dawn. Et je pense que c'est quelque chose de très important et qui doit être plus étudié dans l'histoire, comme mécanisme d'écriture. Enfin, rappelez-vous, l'hiver vient. Alors ce conseil-là, je prends à la manière de Valar Morghulis, All Men Must Die. Je pense que oui, la mort est une fatalité et je pense que surtout dans la fantasy, il faut que ce soit un nuage gris qui plane au-dessus des personnages. Parce que si tu es un tueur de géants qui passe en vie avec l'épée à la main, avec du sang de partout et des cicatrices de partout,
tu vas mourir plus jeune que moi qui passe mon temps à faire mes études et qui sort pas de mon appartement. Et ça c'est quelque chose qui doit être fait, Donc la mort est une fatalité, tous les personnages vont mourir et ça c'est quelque chose qui va influencer sur le personnage, comment il va agir et sur l'histoire. Et je pense que c'est pas assez fait parce que quand on en sort avec une histoire de fantasy avec un perso qui est mort et encore c'est le perso dont tout le monde s'en bat la race, je pense que c'est quelque chose qui doit être plus développé et qui doit être abordé. Et je pense que George R. R. Martin le fait relativement bien. Et encore une fois, c'est un conseil que je suivrai avec beaucoup de parcimonie parce que n'allez pas dans l'excès où dès qu'il y a un perso qui prend une épée, il meurt. Mais as a wise man once said, who lives by the sword dies by the sword. Celui qui vit par l'épée meurt à côté de l'épée. C'est Jésus qui l'a dit. J'ai lu la Bible il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an à peu près pour un roman. Donc je ne suis pas croyante, mais je trouve que la Bible c'est la meilleure fantasy de tous les temps. Et pour ceux qui sont croyants, je pense que, parce que mes parents le sentent, je pense que c'est plus une allégorie, bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces 10 conseils vont vous inspirer dans votre écriture et je vous dis à très bientôt.